mesdames et messieurs, chers amis. C'est un 11 novembre bien particulier que nous connaissons aujourd'hui, mais que nous avons souhaité commémorer, malgré les restrictions sanitaires qui s'imposent à nous. Chaque 11 novembre, depuis maintenant un peu plus d'un siècle, la France s'immobilise et se souvient. Elle se souvient de ceux de 14. Elle ravive la mémoire de ces près d'1,5 million de victimes. Lorsque les cloches sonnent à pleine volée à 11h ce matin-là, la France paye le plus lourd tribut parmi toutes les grandes puissances alliées. Un soldat sur 5 engagé dans le conflit ne retrouvera jamais les siens. Près d'1,5 demi-million d'épouses sont veuves avant même leurs 45 ans. 1 million d'enfants sont orphelins. La population agricole a tout particulièrement été éprouvée. Les campagnes françaises sont vidées de leurs hommes. La guerre achevée, c'est un cataclysme démographique qui se dresse devant la Troisième République. Les classes creuses sont vertigineuses. Le nombre de naissances chute de moitié. À la veille de l'offensive nazie sur l'Europe, notre pays est devenu celui où la population est la plus âgée au monde. Avant 1914, la France avait enduré bien des guerres dans son histoire, mais celle-ci, par son intensité, était sans équivalent. La vie humaine y a été malmenée comme jamais auparavant. Les hommes exposés à un déluge de feu et d'acier encore inconcevable. Chez les survivants, le traumatisme est profond. Il faut réapprendre à vivre. La population civile découvre avec stupeur, à travers les mutilations des corps, des gueules cassées, la violence physique des combats. Moins visibles, mais tout aussi nombreuses, les blessures psychologiques seront souvent insurmontables. Comment redevenir un père, un époux, un travailleur? Comment extraire le souvenir de la mort environnante, omniprésente durant tant d'années? Le simple bruit d'une porte qui claque, d'un objet qui tombe, d'une infime détonation, peut aussitôt provoquer l'effroi chez des survivants profondément traumatisés. Alors que la France entreprend le long et douloureux chemin de l'identification de ces morts, 350 000 Français sont encore portés disparus, elle tente de définir les modalités de l'hommage qui doit leur être rendu. Un hommage qui doit être à la mesure du sacrifice. Un hommage contre toute forme d'oubli. Ces hommes, ces centaines de milliers d'hommes, ils ne sont pas vraiment morts. Ils ne sont pas morts vainement. Leur souvenir doit vivre. Dans tant de familles, on pleure un soldat sans avoir de tombe où se recueillir. Beaucoup d'entre eux, souvent issus de la ruralité, sont partis défendre la République, reconnaissant notamment de l'accès à l'instruction que celle-ci a rendu possible. Mais désormais, c'est la République qui est redevable. La loi du 25 octobre 1919 se consacre donc à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la Grande Guerre. Parmi les mesures votées figure l'octroi de subventions aux communes pour glorifier les héros morts pour la patrie. Environ 30 000 monuments seront édifiés dans presque toutes les communes de France. La loi dispose également de la création d'un monument national commémoratif des héros de la guerre tombés au champ d'honneur, à Paris. Mais ce projet n'aboutit pas. À quelques jours seulement du second anniversaire de l'armistice, la France s'émeut lorsqu'elle apprend que le Royaume-Uni va inhumer au sein de la cathédrale de Westminster un soldat inconnu. Si la France s'émeut, c'est parce que cette idée dans notre pays a déjà fait son chemin mais ne se concrétise pas alors. Ce symbole d'unité nationale, la paternité en revient en effet, chère Madame Vouzon, à François Simon, alors président du Souvenir français, qui dès 1916 a proposé que l'on accueille les restes d'un poilu au sein du Panthéon. Le 12 novembre 1919, la représentation nationale affiche pourtant son caractère unanime sur cette perspective. Mais le lieu d'inhumation continue de nourrir d'âpres débats. Le 2 novembre 1920, un conseil des ministres extraordinaire est finalement réuni et décide du transfert du corps d'un soldat au Panthéon dans le même temps que celui du chœur de Gambetta. 3 jours seulement avant la cérémonie, les députés s'emparent du projet et décident que le soldat inconnu reposera sous l'arc de triomphe. Ordre est alors donné
que le corps d'un militaire français soit exhumé de chacun des 8 secteurs les plus meurtriers. L'identité de ce dernier n'aura jamais pu être établie. Les 8 dépouilles sont ensuite conduites dans la citadelle de Verdun, où un soldat, un frère d'armes, c'est Auguste Tin, qui désigne celle qui aura vocation à incarner la mémoire collective. Dans l'après-midi du 11 novembre 1920, il y a 100 ans aujourd'hui, le cercueil du soldat inconnu remonte l'avenue des Champs-Élysées. C'est à partir de ce jour que la symbolique du 11 novembre va réellement s'ancrer dans notre récit national. En 1919, c'est le 14 juillet qui a été privilégié pour organiser le défilé sous la voûte de l'Arc de Triomphe des troupes victorieuses. Des troupes victorieuses qui ont ensuite emprunté l'avenue des Champs-Élysées. Une avenue sur laquelle, en formation et au rythme réglementaire, 11 jours et 11 nuits entières auraient été nécessaires au défilé de nos morts. La Grande Guerre occupera toujours une place singulière dans notre mémoire nationale. Elle reste l'une des plus grandes épreuves que la République ait surmontées. Preuve, néanmoins, qu'à l'aune des terribles défis contemporains que nous devons traverser, terrorisme, extrémisme, populisme, la République est forte, la République reste forte. La République ne se soumettra jamais. Ce qui unit notre nation, nos valeurs, sera toujours beaucoup plus fort que ceux qui tentent de nous diviser. Permettez-moi d'avoir une pensée ce jour d'union nationale pour tous ceux qui assurent notre sécurité au quotidien, nos militaires engagés, dont M. Fontaine a listé ceux qui se sont sacrifiés au péril de leur vie, les forces de l'opération Sentinelle qui ce matin encore assurent notre sécurité, nos forces de police nationales, nos forces de police municipales, nos pompiers, nos associations d'entraide. Je salue d'ailleurs ici la présence de Stéphane Dufaux, président du comité de la Croix-Rouge de Châtillon. Et évidemment, en cette période, pensons à nos soignants qui luttent contre cette terrible épidémie, cette crise sanitaire qu'ensemble, une fois de plus, nous réussirons à traverser. Aujourd'hui, 11 novembre 2020, les Châtillonnaises et les Châtillonnais s'unissent, se souviennent et se recueillent. Je vous remercie.